Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et bienvenue à ce nouveau débat CESAC, élection présidentielle 2023. L'invité du jour est le candidat numéro 2. Son nom, Constant Mutamba, président de l'opposition républicaine DIPRO. 35 ans, avocat au barreau de Kinshasa, mandataire en mine et carrière, ce natif de Kisangani où il a passé toute son enfance et a vécu les différentes guerres d'agression rwando-ougandaise, et chef de travaux à l'UPC. Il a un master de l'université de Liège en Belgique, il poursuit toujours ses études d'ailleurs. Il est en dernière année de thèse à AIU aux États-Unis. Quelques faits d'armes à son actif: secrétaire exécutif du corps des mandataires en mine et carrière, président des étudiants de l'université protestante de Kinshasa, il a aussi été vice-président de l'association des étudiants du Congo, assistant en 2013 du gouverneur de la province orientale. Il crée en 2014 son mouvement citoyen NOJEC, entendez, Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo. Il lance en 2016, le 19 décembre, le coup de sifflet, opération coup de sifflet pour signifier la fin du second mandat du président Kabila avant de devenir, après les consultations de 2017, destiné à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, administrateur à l'ex-Onatra, membre de la task force stratégique à la présidence de la République. Ce signataire de la charte constitutive du FCC, Front commun pour le Congo, a aussi été ensuite rapporteur de son bureau politique. Puis vient la rupture avec la famille de Joseph Kabila. Il crée la dynamique progressiste révolutionnaire, la DIPRO, opposition républicaine, qui délègue un de ses membres, l'actuel questeur de la CENI et membre de son regroupement, qui aligne aujourd'hui son regroupement aux élections du 20 décembre, plus de 420 candidats aux législatives, 1000 aux provinciales et plus de 3000 aux élections municipales. Pour interviewer notre invité aujourd'hui, je ne serai pas seul. J'appelle à me rejoindre sur ce plateau Madame Rachel Kitsitandongo d'Actu 30. J'appelle Monsieur Patrick Mulunda Banza, Shalom Télévision, qui représente la grande province du Katanga. J'appelle aussi Monsieur Oscar Mbal Kaïj de la radio-télévision nationale congolaise. Merci à vous, merci de votre attention. Nous allons donc être pendant près de 90 minutes avec notre invité. J'appelle le candidat numéro 2, Maître Constant Mutamba, à venir nous rejoindre sur ce plateau. Maître Constant Mutamba, bonjour. Bonjour. Cette thématique aujourd'hui, politique nationale, absence de l'État et l'administration, la nécessité de réformer le fonctionnement institutionnel du pays, justice et droits humains, sécurité nationale, cohabitation intercommunautaire et stabilité sociale, stratégie économique, défis environnementaux, diplomatie, rayonnement de la RDC, mais aussi promotion de la femme et de la jeunesse. Cette thématique à aborder pendant ces 90 minutes. Mais avant de commencer à vous poser des questions, nous l'espérons, auxquelles vous allez répondre sur tous les points. 2 minutes pour vous, pour nous dire pourquoi vous êtes aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Je suis candidat à l'élection présidentielle décembre 2023 parce que mandaté par la jeunesse congolaise dans son ensemble, à laquelle j'appartiens, qui m'a confié la mission de prêcher la rupture, qui m'a également confié d'articuler ma campagne électorale autour de 3 concepts, 3 mots. C'est l'égalité, c'est la justice et c'est la liberté. Je veux donc être ce président qui va créer une république d'égalité où des enfants des familles riches, tout comme ceux des familles pauvres, seront égaux et auront accès de manière égalitaire aux emplois aussi bien publics que privés. Je vais être ce président qui créera un État de justice, où
tous les citoyens congolais seront égaux et seront traités de manière égalitaire devant la justice. Je serai en même temps ce président qui créera une république de liberté où nous permettrons à chacun de nos compatriotes de pouvoir s'exprimer librement, d'exprimer sa pensée librement, mais dans le strict respect des lois de la République. Et donc, il est un adage qui dit qu'une pensée, lorsqu'elle est emprisonnée, elle n'en est plus une. Donc, je vais promouvoir une société de liberté de pensée. Merci, Maître Constant Moutamba. Je rappelle que vous êtes le candidat numéro 2, élection présidentielle. Alors, on commence par la première thématique. On parle de la politique. Politique où l'on va surtout parler ou faire le constat de l'absence de l'État et de l'administration en République démocratique du Congo. Alors, quels seront vos premiers faits? Quel sera votre premier acte de président de la République pour que l'État soit beaucoup plus présent partout, sur tout le territoire national? Sur la problématique de l'administration territoriale, il faut dire que le constat malheureux est que l'État n'existe pas. L'État n'existe pas parce que simplement nous avons érigé les désordres, l'anarchie en mode de gestion et de gouvernance politique. Ce qui fait que sur les routes, ce qui fait que dans tous les secteurs de la vie nationale, vous sentez l'absence quasi totale de l'État. Donc, ce que nous ferons de manière prioritaire, nous allons remettre de l'ordre et de la discipline dans tous les secteurs de la vie nationale. Remettre de l'ordre, ça veut dire faire strictement appliquer les lois de la République. Chaque compatriote devra être à sa place et faire son travail. Tu es conducteur, tu dois respecter strictement le code de la route. Tu es financier, tu es gestionnaire, tu devras respecter les règles des gestions. Et donc, ceci nous poussera et nous amènera naturellement à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Mais il faut dire que nous allons encourager la création des 145 nouvelles villes sur l'ensemble du pays. 145 nouvelles villes pour permettre de booster le développement de nos différentes entités locales. Vous savez, aujourd'hui, nos cités actuelles, après le découpage qu'il y a eu dans la Constitution du 18 février 2006, n'ont plus de statuts en réalité. Et donc, ce que nous ferons, c'est de les transformer en villes et de doter les différentes nouvelles villes des moyens conséquents pour leur développement. Nous allons également nous efforcer à pouvoir renforcer les mécanismes de recrutement des agents territoriaux. Donc nous allons faire en sorte que, en tout cas, les administrateurs de territoire soient recrutés sur la base de compétences, sur la base d'un concours et non ce que nous observons actuellement sur la base de l'appartenance partisane. C'est ça qui tue notre administration. L'administration n'existe pas parce qu'en réalité, on recrute des militants à la tête des différentes entités territoriales, en lieu et place de recruter les compétences. Et donc, je vais renforcer l'ENA et je ferai en sorte que chacun des administrateurs des territoires provienne plutôt de l'ENA. Ceci permettra d'avoir des responsables qualifiés, compétents, qui comprennent en réalité ce que ça veut dire être administrateur du territoire. Parce qu'à notre humble avis, nous devons davantage rapprocher l'administré de l'administration. Nous allons également outiller suffisamment les administrateurs, les administrateurs des territoires, les administrateurs des communes, etc. pour qu'en réalité, ils soient à même de faire correctement leur travail. Savez-vous que la plupart de nos administrateurs de territoire aujourd'hui n'ont même pas de véhicules, des moyens de transport pour se mouvoir, pour surveiller, pour bien faire leur travail, et qu'ils sont à la merci, par conséquent, des politiques.
qui leur dictent ce qu'ils doivent faire. Et donc, ils démissionnent de leurs fonctions régaliennes. Déjà, comme vous le savez, il n'y a pas d'infrastructure au niveau de l'administration de nos territoires. Il n'y a pas de papier duplicateur, il n'y a pas de stylo, etc. Nous allons faire en sorte de faire exister l'État à ce niveau-là et vous verrez que de manière naturelle, l'État va se restructurer. Oscar Mbalkaïj, RTNC. Constant Moutamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat numéro 2. Tantôt, vous avez parlé que vous avez reçu mandat de la jeunesse parce que vous-même, vous êtes jeune, 35 ans. Vous vous lancez dans la bataille électorale à la candidature à la magistrature suprême du pays. Vous avez reçu mandat de la jeunesse et vous dites que vous êtes les candidats de la rupture. Vous-même, vous êtes l'héritage, un héritage politique de plusieurs générations parce que j'ai parcouru votre biographie et parcours politique justement, passez-moi l'expression. Vous vous réclamez des pères de l'indépendance, les Guénier, les Lumumba et tout et tout. Et vous avez travaillé avec plusieurs régimes. J'ai fait allusion aussi au régime de Kabila, n'est-ce pas? Vous avez été membre du bureau politique du FCC, assistant même du coordonnateur Némi. Alors je voudrais savoir, la rupture dont vous parlez, c'est quelle rupture? Rupture politique ou bien avec les anciennes pratiques? Oscar, comme je vous ai dit, nous centrons notre campagne électorale, notre programme de gouvernance publique sur le thème rupture. Vous savez, c'est la thérapie appropriée que nous avons trouvée pour sortir ce pays du gouffre dans lequel il est plongé depuis son accession à l'indépendance. Nous avons fait un diagnostic simple. C'est que c'est un certain nombre de familles, c'est un certain nombre de noms, c'est un certain nombre d'individus qui gèrent ce pays depuis 60. Et moi, je les dénombre à 1000. C'est 1000 familles qui gèrent ce pays. Si ce n'est pas lui, c'est son fils. Si ce n'est pas son fils, c'est son cousin, etc. Je ne voudrais pas citer des noms. Mais avec quel bilan de gestion? Je vous informe qu'en 60, on pouvait quitter Kinshasa pour Kisangani à vélo, moto, véhicule. On pouvait quitter Kinshasa pour Lubumbashi. On pouvait quitter Kinshasa pour Bukavu. Mais ce n'est plus le cas. Tous les indicateurs de développement sont au rouge. Mais parce qu'effectivement, il y a eu faillite, il y a eu défaillance quelque part dans le chef des animateurs. Qui sont ces animateurs? C'est pourquoi nous disons qu'il faut rompre avec les vieux et anciens visages politiques. Le peuple est fatigué avec ces vieux visages politiques. Le peuple est fatigué avec les mêmes projets, les mêmes idées. Le peuple veut rompre, la jeunesse veut rompre avec ça. La jeunesse et le peuple veulent rompre avec les antivaleurs des gestions de la chose publique. Ou, lorsqu'on accède à la gouvernance publique, le premier réflexe, c'est le détournement, c'est l'enrichissement illicite. Je veux rompre avec tout ça. Je vais donc rompre avec l'insécurité qui a tant endeuillé cette République. Savez-vous que depuis de cela, aujourd'hui, plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo a perdu plus de 10 millions de ses compatriotes. Je dis bien 10 millions. Et au moment où nous parlons, il y a des zones qui sont encore plongées dans l'insécurité. Nous voulons rompre avec l'insécurité. Voilà le sens que nous donnons à la rupture. Nous voulons rompre avec la mauvaise gouvernance. Nous voulons rompre avec la misère. Nous voulons rompre avec le chômage des jeunes. Nous voulons rompre avec les inégalités sociales. Où pour accéder à un emploi, il faut être fils d'eux, il faut être cousin d'eux, il faut être recommandé par un politique, il faut être militant dans un parti politique. Nous disons non, il faut recréer un état d'égalité. Et donc il faut rompre avec les inégalités sociales, il faut rompre avec les injustices distributives. Savez-vous que dans ce pays, vous avez que 2 classes. Une classe voleuse des richesses de la République, qu'on appelle riche, et il y a la classe pauvre. Nous voulons rompre avec cette caste sociale qui divise la société congolaise et qui fait reculer le pays. Voilà le sens que nous donnons au mot rupture. Donc pour nous, la meilleure thérapie au mot qui ronge la République, c'est la rupture. Rachel Kitsitandongo, Actu 30.
Constant Mutamba, remettre de l'ordre en République démocratique du Congo passe aussi par le respect d'abord des textes qui régissent la RDC, notamment la loi fondamentale. Est-ce qu'il y a à redire sur la constitution actuelle de la RDC? Vous y toucherez, oui ou non? Est-ce que c'est cette constitution sous la forme actuelle qui doit être respectée si vous êtes élu demain président de la République? Constant Mutamba, 16e président de la République démocratique du Congo, c'est clair qu'il va toucher à la constitution actuelle. Dans son intégralité? Dans son intégralité. Pourquoi? Et donc, ce ne sera pas une révision, je ne pense pas. Si ce sera une révision, ce sera une révision totale. Mais puisque je suis auteur d'un livre sur l'intangibilité, l'article 220 de la Constitution, je ne voudrais pas me contredire. Je pourrais proposer au peuple congolais une nouvelle Constitution. Pourquoi? Vous me poussez en fait à aborder la question de réforme institutionnelle. Savez-vous que cette Constitution crée tellement des conflits de cohabitation entre peuples qu'elle est à la base des crises profondes actuelles. Une fois élu président de la République, je ferai en sorte que le président de la République soit élu désormais au suffrage universel direct à 2 tours, pour renforcer sa légitimité. Il est anormal que face à une population, pour un peuple de plus de 100 millions, évalué à plus de 100 millions, que son président soit élu par 5 millions de Congolais. Ça veut dire qu'en réalité, il y a 90 à 95 millions de Congolais qui ne se reconnaissent pas en ce président-là, d'où la crise de légitimité. Deuxièmement, je vais également faire en sorte, je vais supprimer les mandats présidentiels, les 2 mandats présidentiels seront supprimés. Je vais instaurer désormais un seul mandat présidentiel de 8 ans. Pourquoi? Parce que nous perdons beaucoup d'argent dans l'organisation des élections dans un cycle quinquennal. Savez-vous que rien que ces élections vont coûter à la République plus de 1 milliard de dollars? Le président de la CENI nous a dit avoir reçu de l'État, de la République, déjà plus de 800 millions de dollars. Est-ce que ces 800 millions ne pouvaient pas servir à construire les routes, à construire les centres de santé, etc. Et donc, ce que nous ferons, c'est tu es élu pour 8 ans, tu exécutes ton projet et tu pars. Tu ne peux plus te représenter. Cela va permettre de réstabiliser la République. Je vais également supprimer le poste de Premier ministre. Parce qu'en fait, en réalité, le Premier ministre, dans notre architecture politique, ne fait rien. On dit il est responsable du gouvernement. Les articles 90 et suivants de la Constitution. Oh, le Premier ministre, le gouvernement, responsable de la politique, etc. De l'État. Mais en même temps, 5 ans après, vous dites que c'est le président de la République qui doit défendre son bilan quinquennal. Il y a une confusion. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas le Premier ministre à défendre ça? Et nous sommes dans une société où la mentalité du Congolais, du peuple, est présidentialiste. C'est le président de la République qui doit tout faire. C'est le président qui doit donner de l'eau, qui doit donner de l'électricité. C'est le président qui doit donner même des papiers hygiéniques, papier mouchoir. Et donc, de ce point de vue, puisqu'il en est ainsi, nous allons responsabiliser davantage le président de la République en instaurant ce qu'on appelle l'impeachment. Puisque nous aurons supprimé tout ça, nous ferons en sorte que le président soit quand même redevable, puisque le Premier ministre est redevable devant l'Assemblée nationale. Et nous ferons que le président de la République le soit par impeachment. Enfin, nous allons, toujours au niveau national, supprimer le Sénat. À quoi sert le Sénat aujourd'hui? Je vous informe que le Sénat, à lui seul, absorbe par an plus de 45 millions de dollars. Par mois, c'est une moyenne de 3 millions de dollars absorbés par le Sénat. Mais pour quel travail? La Constitution dit que c'est pour une seconde lecture, etc. Je suis d'accord avec vous, mais la même Constitution dit qu'en cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est la voix de l'Assemblée nationale qui est prépondérante. Mais à quoi sert le Sénat à l'état actuel des choses? Donc nous allons supprimer ça. Et le gap des millions qui sont dépensés
serviront désormais à financer les projets sociaux, les projets de développement. Je vais supprimer également les assemblées provinciales. À quoi servent en fait les assemblées provinciales, Rachel Quel Petita? avenir pour les institutions provinciales? Assemblées provinciales. Je vous informe que les assemblées provinciales toutes réunies ont plus ou moins 785 députés provinciaux qui vous consomment plus de 120 millions de dollars l'an, en raison des 60 millions comme frais de fonctionnement et 60 millions comme émolument. Mais pour quel résultat? Regardez, aucune assemblée provinciale, ou je veux dire une assemblée provinciale sur le 26, a produit un édit en 5 ans. Improductive. Mais sont en même temps à la base des crises institutionnelles provinciales terribles. Les assemblées provinciales ont en fait privilégié, ont contribué à la promotion de la corruption à outrance et à ciel ouvert. On attend les élections des sénateurs, on attend les élections de gouverneurs pour rançonner les candidats sénateurs, les candidats gouverneurs. Mais en fait, en réalité, ces 120 millions de dollars par an serviraient à construire autant de maternités, autant des centres et serviraient, pourquoi pas, à améliorer, augmenter les salaires de nos militaires au front, de nos policiers, de nos médecins, de nos magistrats, etc. Donc voilà ce que je ferai. Je vais également, au niveau provincial, supprimer les gouvernements provinciaux. Est-ce que vous savez que la plupart des ministres provinciaux en province n'ont pas de qualification? Vous avez des ministres qui ne savent même pas ce que ça veut dire être ministre provincial. Mais vous lui dites, vous êtes ministre des Finances, vous êtes ministre de l'économie, du budget. Et donc, du coup, ceci rend inefficace l'action gouvernementale au niveau des provinces. Et ce que nous ferons, c'est de pouvoir récupérer tous les fonds qui sont déployés inutilement à payer. Les gouverneurs seront désormais, et ça c'est la réforme que je vais apporter, nommés par le président de la République. Pourquoi? Parce que la pratique de l'élection de gouverneurs à l'état actuel des choses promeut plutôt les tribalismes et les régionalismes. Tu n'es pas originaire de tel coin, tu ne peux pas être élu gouverneur. Conséquence, il y a montée à outrance du tribalisme. Donc nous, ce que nous ferons, nous allons recourir à la pratique de Mobutu. Il faut dire que c'est une pratique qui avait réussi. On a les Conde Villa Kikanda, paix à son âme, les Koyagialo qui ont été les meilleurs gouverneurs, l'un à Nord Kivu, l'autre dans les Katanga, mais ils ont été les meilleurs gouverneurs. Donc pour pouvoir lutter contre les tribalismes, recréer la fibre nationaliste et la cohésion nationale, nous allons faire en sorte que les gouverneurs qui seront désormais nommés n'est que les membres de son cabinet qui feront office des conseillers, des ministres provinciaux. Patrick Mulunda Banza, Shalom Télévision. Je rappelle que vous représentez ici le Grand Katanga. Monsieur Moutamba, bonjour. Bonjour. À vous entendre dire, aussitôt élu président de la République, vous allez initier toute une série de suppressions. Assemblée par ici, Sénat par là. Est-ce qu'on peut tout de suite dire que vous êtes en train de vous créer un président dictateur? Parce que c'est vous-même qui gérez à la limite toute la République. La petite seconde question, c'est que vous avez dit aussitôt élu, vous allez construire 145 villes, des belles promesses, mais avec quels moyens aussitôt élu président de la République? Et ça va prendre combien de temps à peu près? Patrick, vous savez, face à une crise profonde comme celle-ci, il faut une thérapie des chocs. Je suis un président qui doit répondre aux attentes de la population congolaise. Vous et moi avons fait les diagnostics que le système actuel a failli. Nous sommes là parce qu'il y a eu des défaillances. Et je vous ai expliqué à quel niveau se situaient les problèmes. Mais il faut tenir les taureaux par ses cornes. Il ne faut pas avoir peur des réformes. Pour que toutes ces nations que nous envions se développent, il a fallu entreprendre des réformes rigoureuses. Ce n'est pas une question de dictature, c'est une question de développement.
que veut notre peuple? Est-ce que notre peuple veut de la démocratie à l'occidental, ou notre peuple a besoin des dirigeants qui apportent, et des systèmes qui apportent des solutions à ces problèmes? Il faut simplement répondre à cette question. Et donc, je ne serai pas un dictateur parce que je respecterai les procédures légales pour pouvoir apporter ces réformes-là. Ben, si ce ne sera pas possible légalement, je ne le ferai pas. Mais c'est pourquoi j'ai des candidats députés nationaux. Mais c'est pourquoi je demanderai en même temps à notre peuple de m'accorder la majorité au niveau du Parlement, pour me permettre en ce moment-là d'être capable d'apporter des réformes nécessaires au regard du projet que j'ai défendu. Les villes, la création de villes, les moyens, nous allons créer suffisamment de moyens pour ça. Et lorsque nous parlerons des finances publiques, je vous expliquerai comment j'entends mobiliser les recettes pour pouvoir doter les nouvelles villes des infrastructures viables et modernes. Mais je vous informe que rien qu'en supprimant les assemblées provinciales, en supprimant les Sénats, il y aura un gap sans recourir à d'autres ressources pour pouvoir booster les nouvelles villes à créer. Il suffit, sur les 145 villes à créer, de pouvoir déployer 10 millions pour l'érection des nouvelles infrastructures, ce sera déjà énorme. Donc nous aurons juste besoin de plus ou moins 145 millions de dollars. Pourtant, je viens de vous expliquer ce que les Sénats résorbent. C'est que les assemblées provinciales gagnent, d'ailleurs en un mois. C'est énorme. Donc nous allons récupérer les 120 millions qui sont inutilement versés aux assemblées provinciales. Nous allons prendre également les 45 millions qui partent au Sénat pour pouvoir, pourquoi pas, booster les développements des nouvelles villes que nous allons créer. 10 millions par territoire, vous dites? Ah, bien sûr. Comme le 145 territoires. Oui, mais ça ne fait pas 145 millions, ça fait 1,45 milliard. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que nous puissions parvenir, comme je dis, non pas à doter les territoires, mais plutôt les cités. C'est que le programme PLD a fait, c'était de déployer les fonds au niveau des territoires. Je vous donne un cas. Un territoire comme Lubao, c'est 22 000 km². C'est énorme. C'est près des 500 000 habitants. Lorsque vous y injectez, ce n'était même pas 10 millions malheureusement, lorsque vous y injectez par exemple 3-4 millions, on ne ressent pas tout de suite les développements, l'impact. C'est comme ça que vous verrez qu'il n'y a pas d'impact de ces projets des 145 territoires au niveau territoire. Mais nous allons concentrer ça dans les cités qui seront devenues des villes. Et nous allons tout de suite ressentir l'impact de cela. Alors ce volet politique, je voudrais résumer, mandat unique de 8 ans, élection à 2 tours, suppression du poste de Premier ministre, donc un président fort, comptable devant l'Assemblée nationale, c'est ce que vous avez dit, suppression du Sénat, des assemblées des gouvernements provinciaux, je ne me trompe pas. Je voudrais qu'on parle un peu, puisque le but c'est le développement. Est-ce que le système démocratique qui est mis en veille dans d'autres pays, pour ne pas, vous avez parlé de ce que coûtent les élections, pour ne se pencher que sur le développement, pourrait lui aussi être mis en veilleuse? Vous semblez avoir un peu répondu à M. Mulunda, mais je vais un peu plus loin dans cette question. Est-ce que dans votre réflexion de rupture, cette question n'est pas aussi à l'ordre du jour? Vous savez, ça ne sera pas inédit à la République démocratique du Congo. C'est les systèmes que vous trouvez aux États-Unis, par exemple. C'est le système que vous trouvez en Afrique du Sud. C'est vrai, pour votre information, avant que les États-Unis n'adoptent le système de 2 mandats présidentiels, mais c'était des mandats illimités, par exemple. Avant que la France, avant que tous ces États qui sont développés, je pense que nous sommes encore une jeune démocratie, avec une culture démocratique encore trop jeune. Nous avons moins de 100 ans d'existence comme État. Nous ne devons pas mimer aveuglement tout ce qui nous est importé de l'Occident. C'est pourquoi moi j'appellerais
les acteurs sociopolitiques autour d'une table pour réfléchir froidement autour des batteries de réformes que je vais devoir apporter. Je pense humblement que ça ne sera pas de la dictature, mais plutôt un système qui sera totalement adapté à notre mentalité et ça nous permettra de développer notre pays. On va passer rapidement au deuxième point qui est justice et droits humains, à moins qu'Oscar Bal ait quelque chose à ajouter. Mais je voudrais juste m'arrêter 30 secondes sur une phrase que vous avez dite. Puisque je suis auteur d'un livre sur l'article 220, je ne veux pas me contredire. Où est la rupture alors, puisqu'à l'époque, vous étiez dans un camp, vous aviez une dynamique, et aujourd'hui vous dites ne plus faire les choses comme avant. Vous savez, lorsque j'ai parlé de mon ouvrage sur la problématique de l'intangibilité de l'article 220 de la Constitution, que j'ai publié aux éditions universitaires européennes en 2016 d'ailleurs, c'est pour autant dire que du point de vue de la procédure de révision, c'est assez rigoureux, c'est figé. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas violer la Constitution. Je proposerai à la classe politique et à notre peuple un nouveau projet d'une nouvelle Constitution. Et donc, si ce sera adopté, ça nous permettra justement d'entrer dans une nouvelle phase de l'histoire de notre pays. Qui projet, même si vous ne voulez pas vous contredire, pourrait contredire ce que vous avez écrit dans votre ouvrage? Absolument pas. D'ailleurs, ça me permet de revenir sur ce que vous avez dit. Oui, j'ai été, il faut le dire, j'assume. J'ai travaillé avec le président Kabila les dernières années. Donc, je veux dire, c'était en 2018 que j'ai rejoint le bateau. Ça veut dire que c'était à la fin du régime du président Kabila. Il n'était plus en fait en réalité président de la République. Et j'ai assumé certaines fonctions au sein de la plateforme FCC. Et donc, je partage largement tout ce qui a été fait et j'assume. Cependant, je ne peux pas ici vous dire les contradictions internes que j'ai eues avec mes anciens sociétaires sur des questions de développement du pays. Je pense que c'est l'une des raisons qui m'a d'ailleurs poussé à me retirer de mon ancienne famille politique. Alors avec Oscar Bal Caïge, on va parler maintenant justice et droits humains, état de droit, fonctionnement de la justice, lutte anticorruption et autres. La parole est à vous. Puisque vous avez déjà commencé à parler des réformes institutionnelles, maintenant dans les secteurs de la justice, je pense que vous avez salué, parce qu'en offre, quand on échangeait, vous avez salué le travail qui est fait par notamment l'IGF, les différentes structures de l'État qui luttent contre la corruption et la fraude. Et concrètement, une fois élu président, parce que vous avez commencé par la suppression. Vous allez supprimer les Sénats, vous allez supprimer les assemblées provinciales. Je ne vais pas revenir sur toute la liste. Je ne sais pas si vous allez encore supprimer ces structures d'appui à la démocratie, parce que l'État de droit, on sent déjà les résultats. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement en termes de réformes dans les secteurs de la justice pour que cette justice puisse élever justement la RDC? Merci Oscar. D'ailleurs, avant de revenir sur votre question, je supprimerai aussi l'ONIP, parce que je serai un président de suppression. Voilà. Et donc, je vais supprimer l'ONIP pour la simple et bonne raison que c'est encore des institutions budgétivores, chargées pour recenser la population. Mais l'État, l'administration territoriale peut faire ça. On peut recenser la population juste en restructurant la territoriale. Et il suffit de doter nos administrations territoriales de ressources nécessaires, des équipements nécessaires. Vous verrez que le recensement sera automatique et sera mis à jour automatiquement. Nous n'avons pas besoin de toutes ces structures. Revenons maintenant à la question sur la justice. Vous savez, c'est la justice qui élève une nation. Autrement dit, une nation sans justice n'en est pas une. Ce que je ferai prioritairement au niveau de la justice, c'est que je ferai du procureur, du ministre de la Justice, un attorney general, comme disent les anglophones. Je ferai de lui le procureur général de la République, qui aura une ascendance sur tous les procureurs généraux. Je ferai de ces ministres de la Justice le président du Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'il y a un problème
au niveau de la justice aujourd'hui, c'est que la personne qui est censée mettre en application la politique criminelle du gouvernement n'a aucun pouvoir. Son rôle est réduit au simple conseiller du gouvernement. Vous voyez le ministre de la Justice actuellement, c'est juste un simple conseiller juridique du gouvernement. Et donc, j'en viens. Je vais apporter des réformes substantielles. Aux États-Unis, le ministre de la Justice siège parfois comme procureur, d'ailleurs. Il doit être capable lui-même d'initier des actions pénales. Mais aujourd'hui, je vous informe que le ministre de la Justice ne peut que solliciter un procureur de diligenter une poursuite. Et ce dernier est libre de pouvoir apprécier l'opportunité. Et c'est ça qui favorise aussi, et entre autres, ces taux élevés d'impunité, de corruption, ces taux élevés de concussions, de détournements. Je vais faire aussi en sorte, à travers cette mesure, que les magistrats, qui qu'ils soient, répondent non pas devant le Conseil supérieur de la magistrature, mais devant un organe spécial judiciairement parlant que je vais mettre en place. Parce que pour votre information, il est bien possible de créer des juridictions spécialisées. Et donc je vais créer ce qu'on appelle un parquet économique et financier spécial, qui aura pour mission de traquer tous les délinquants économiques et financiers, tous les koulounas en cravate, de tracer l'origine de chaque acquisition mobilière et immobilière pour rompre avec les détournements, rompre avec la mégestion, rompre avec la corruption. Et à côté, je créerai un tribunal spécial contre la corruption qui aura pour compétence de juger tous ceux qui auront été déférés devers lui par le parquet économique et financier spécial. Savez-vous que l'IGF fait un excellent travail? Je l'encourage, je suis opposant, mais un opposant républicain. Je considère que les dénonciations de l'IGF et d'autres, malheureusement, se limitent simplement au niveau des médias. Parce qu'il n'y a pas d'organe spécialisé, des répondants judiciaires pour pouvoir traquer, poursuivre judiciairement ceux qui auront été dénoncés par lui. Et donc ça va permettre naturellement de pouvoir lutter efficacement contre la corruption. Dans les secteurs de la justice, nous allons veiller que tout justiciable qui s'estime victime d'actes de corruption de la part d'un magistrat puisse directement porter plainte devant le parquet économique et financier. Et ça, c'est une innovation majeure. Parce que je vous informe qu'à l'état actuel de notre droit, notre arsenal juridique, il faut plutôt passer par des procédures disciplinaires. Monsieur Constant Moutamba, je sens que vous voulez une forte concentration du pouvoir, une fois à la tête du pays. Mais j'en viens. Laissez-moi terminer ma question. Je voudrais revenir justement, quelle sera la forme de l'État? Parce que vous allez donner beaucoup de pouvoir au ministre de la Justice. Vous-même, vous aurez beaucoup de pouvoir parce qu'il n'y aura pas de Sénat, il n'y aura pas des assemblées provinciales. Vous allez supprimer l'ONIP. Peut-être qu'il y a d'autres structures encore que vous allez supprimer. Quelle sera la forme alors de l'État? Mais j'en viens. Vous savez, la justice est un secteur assez vaste. Tout ce que nous vivons actuellement, c'est parce qu'il y a des délinquants qui volent et pillent l'argent de l'État depuis 60. Nous vivons ce que nous vivons parce que l'argent de l'État, qui est destiné en réalité à une dépense efficace, sert plutôt à construire des maisons ici à Gombe. Donc il faut une bonne justice. Beaucoup de nos Congolais, de nos compatriotes, sont victimes des stéléonats. Je suis avocat depuis une dizaine d'années, je sais de quoi je vous parle. C'est une justice à double vitesse. Je suis là pour pouvoir apporter des solutions à cette problématique majeure qui dérange nos compatriotes. Savez-vous que dans nos différents territoires, il n'y a pas de juges? Ce sont les auxiliaires de la justice qui font office de juges.
et qui, généralement, n'ont pas la maîtrise du droit, de la loi. Et nombreux de nos compatriotes sont victimes, sont emprisonnés de manière arbitraire et illégale, parce qu'il n'y a pas de juges pour pouvoir ordonner la libération. Maître Constant Moutamba, donc, là, nous allons faire... Là, vous êtes au constat. Maintenant, ce qu'on attend de vous, dans cette campagne, c'est les solutions. Parce que les juges ne veulent pas aller en affectation, parce que sur leur lieu d'affectation, ils n'ont pas les conditions de vie minimales requises. Et je vous réponds. S'il vous plaît. Après, on donnera la parole à Rachel Kitsitandongo, Actu 30. Merci, Christian. Je chute en disant que ce que je ferai, c'est d'inciter, mettre en place des mécanismes d'incitation de tous nos magistrats et juges à aller travailler à l'intérieur du pays. La RDC, ce n'est pas Kinshasa. Tous les magistrats sont concentrés ici. Mais ce n'est pas non plus de leur faute. Donc nous allons mettre les infrastructures nécessaires au niveau de chaque territoire, au niveau de chaque ville que nous créerons pour pousser nos juges, nos magistrats à y travailler. Ça veut dire que nous allons nettement augmenter, que ce soit les conditions de vie, améliorer les conditions de vie de magistrats, mais aussi augmenter leurs émoluments. Nous allons créer ou installer les tribunaux dans tous les territoires du pays. Parce qu'il existe aussi ce sérieux problème. C'est qu'il n'y a pas de tribunaux de paix, il n'y a pas de tribunaux de grande instance dans beaucoup de nos territoires. Donc la priorité des priorités sera d'installer ces tribunaux sur l'ensemble du pays avec des juges qui sont bien équipés, qui sont bien rémunérés, et vous verrez qu'ils feront correctement leur travail. Rachel Kitsitandongo. Monsieur Constant Moutamba, vous dites que si vous êtes élu président de la République, vous accorderez beaucoup de pouvoir au ministre de la Justice et vous ferez même de ce ministre président du Conseil supérieur de la magistrature. Que dites-vous? Que deviendra la séparation du pouvoir, puisqu'on sait qu'il y a le pouvoir législatif, exécutif et le pouvoir judiciaire? Faire d'un membre du gouvernement procureur général et président du Conseil supérieur de la magistrature, comment est-ce possible? C'est quelle forme d'État, ça? Juge et partie en même temps? Ce n'est pas ça. Je vous informe que, d'abord, ce ne sera pas une innovation pour la RDC. Aux États-Unis, le ministre de la Justice est en même temps procureur général de la République. C'est ce qui permet de rendre efficace la politique du gouvernement sur la criminalité, lutte contre la criminalité. Pourquoi je dis que je ferai de ce procureur, de notre ministre, ceci? Avez-vous observé les différents échanges qu'il y a eu entre certains juges et les ministres de la Justice? Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque le magistrat, il y a un magistrat qui commet un forfait, un délit, soit de corruption ou quoi, mais il est protégé par sa hiérarchie. Et le ministre de la Justice se limite à dénoncer. La séparation du pouvoir, l'indépendance de la justice dont on parle, ne veut pas dire absence de contrôle, comme c'est le cas actuellement. Si on parle d'indépendance, pourquoi sont-ils nommés par l'exécutif? Parce que c'est le chef de l'État qui les nomme. Pourquoi? C'est le chef de l'État qui promeut même les magistrats. Et donc, l'indépendance se situe au niveau de dire le droit. Ils sont proposés. Non, c'est au niveau de dire le droit. Ils sont proposés à la nomination. Mais ils sont proposés de quelle manière? Par la Cour, par le Conseil supérieur de la magistrature. Le Parlement ils seront et toujours proposés. C'est pourquoi je dis il y a ce mécanisme de collaboration qui va effectivement persister. Mais il faut renforcer les mécanismes pour pouvoir contrôler l'action du juge, l'action du magistrat, qui se croit aujourd'hui tout permis. C'est ça la vérité. Vous tous ici, vous avez peut-être été victimes des actes d'injustice de notre justice. Donc il faut une thérapie des chocs. L'indépendance à laquelle on fait allusion, ou à laquelle même l'actuelle Constitution fait allusion dans les articles 149 et suivants, c'est en fait au niveau de dire le droit. Il est dit que l'exécutif ne peut pas instruire un juge lorsqu'il veut dire le droit. Voilà l'indépendance. Mais lorsqu'un juge est corrompu, lorsqu'un juge rend une mauvaise justice, que faut-il faire? Patrick Mulunda Mbanza, Shalom Télévision. Maître Moutamba, vous prenez notamment la liberté
l'égalité, mais aussi la justice. Je voudrais savoir, une fois que vous êtes élu président de la République, quelles seront vos toutes premières décisions prioritaires que vous prendrez à la tête de ce pays. Ensuite, une petite question aussi. C'est dans quelle matière? Dans tous les secteurs, en termes de justice, parce que notre pays, il y a un problème dans ce secteur-là. Et il y a des mesures prioritaires que vous pouvez déjà prendre, que vous trouvez que vous n'allez pas fonctionner avec cela comme cela. Alors, la deuxième question, c'est quelle serait votre position, logiquement, par rapport à la question de la peine de mort? Ok. Je crois que pour la première question, j'y ai largement répondu. Je vous ai décliné la batterie des mesures prioritaires que je prendrai. Les grandes mesures prioritaires. Les grandes mesures prioritaires concrètement que je prendrai, je viens de vous le dire. Je vais fondamentalement initier des réformes judiciaires. Je dis que je ferai du ministre de la Justice un procureur général de la République. Il est anormal qu'un ministre de la Justice ne fasse pas partie, ne siège pas au Conseil supérieur de la magistrature. Il n'est pas normal. Le gouvernement doit avoir un regard sur ce qui se passe dans la justice. Nous en avons besoin. Écoutez, il ne faudrait pas mimer des concepts occidentaux à la manière occidentale. Nous ne sommes pas encore à un tel degré de culture démocratique et de moralité qui peut vous permettre de laisser un organe aussi important que la justice, un secteur aussi important que la justice, sans un contrôle net de celui qui doit répondre de sa gestion. Vous me posez la question sur ma vision sur la justice. Ça veut dire que si un magistrat détourne demain, vous direz que, Monsieur le Président, vous avez échoué. Je pense que c'est bien ça. Et donc, il faut aussi me permettre de décliner une vision claire sur ce que je pense de la justice. Je vous ai dit que je vais prioritairement installer les tribunaux sur l'ensemble du pays. Vous ne pouvez pas parler de justice sans organe judiciaire. Vous allez chez moi à Lubao, vous allez à Ngandajika, vous allez chez moi à Kisangani, vous allez à Yakoma, vous allez à Yangambi, vous verrez qu'il n'y a pas de juge. Il n'y a pas de tripé, par exemple, à Lubao. Mais comment la justice est-elle rendue? Et sur quelle base? Puisque vous parlez de loi. La priorité des priorités pour moi, ça va être d'installer les cours et tribunaux sur l'ensemble du pays, d'y affecter les juges compétents, ceux qui ont été recrutés sur concours et qui ont la qualification requise. La priorité des priorités, je l'ai dit, sera de mettre en place un parquet économique et financier spécial pour pouvoir traquer tous les détourneurs, tracer l'origine de chaque acquisition mobilière et immobilière. Et je vous informe à propos d'ailleurs que je vais lancer l'opération Bien Mal Acquis. Et je vais remonter jusqu'à une certaine période. Donc tous les détourneurs qui sachent que les infractions de détournement, de corruption seront imprescriptibles. De sorte à décourager tous ces actes de délinquance qui ont tué ce pays. Donc celui qui a osé construire un immeuble avec l'argent de l'État, je vous informe que l'État va les récupérer et nous les transformer en logements sociaux. Et donc que ceux et celles des locataires, Congolaises et Congolais qui me suivent, sachent qu'ils auront des logements gratuits au nom de la République. Vous avez également la question de la peine de mort. Abordé la question de la peine de mort. Écoutez, j'ai combattu la peine de mort. Je considère que la meilleure façon de punir un criminel, c'est de pouvoir les rééduquer socialement. Ce n'est pas de lui ôter la vie. Donc je suis contre la peine de mort et je suis donc pour l'abolition de cette peine de mort dans notre Constitution. Et je vais militer, une fois élu président de la République, je ferai en sorte que cette peine de mort soit abolie et transformée, pourquoi pas, en peine à perpétuité. Donc quelqu'un peut rester toute sa vie en prison
plutôt que de lui donner la mort. Merci. On va passer au troisième thème, sécurité nationale. Mais je voudrais revenir sur le tribunal spécial anticorruption. Y aura-t-il, ou il faudra pour cela, qu'il y ait une révolution ou des réformes du droit pénal, où il faut démontrer la corruption et non pas comme dans d'autres pays, inverser la charge de la preuve vers l'enrichissement sans cause. Au Congo, on est encore dans ce vieux droit qui ne permet pas ce que vous dites. Non, mais vous savez, ça c'est une vision kaléidoscopique des choses que je donne. Mais lors de la mise en place de cette vision, j'appellerai autant d'autres spécialistes autour de moi pour pouvoir m'aider à l'implémenter et à mettre en pratique cela. Mais sur le plan de l'égalité, je vous informe que c'est bien possible de créer une juridiction spécialisée. Et étant donné que le plus grand mal que nous avons aujourd'hui, c'est la corruption, nous allons devoir mettre en place ces tribunaux-là. Ça va également contribuer à la bonne gouvernance. Oui, mais ce tribunal ne va pousser qu'à démontrer, au regard du droit tel qu'il est aujourd'hui, que telle ou telle personne a mis la main dans le sac ou a volé. Alors qu'il est beaucoup plus simple de réformer ce droit, la manière de dire le droit, comme cela s'est pratiqué depuis de nombreuses années dans notre pays. Est-ce que vous pensez aussi à cette réforme du droit ? Je pense qu'en droit pénal, la preuve est libre. Le plus important, nous allons faire en sorte qu'une fois qu'il y a la preuve, quelle que soit sa nature, que les juges spécialisés en matière de corruption puissent sévèrement punir le coupable. Mais ici, l'ambition, c'est de pouvoir éradiquer le mal, mais aussi faire en sorte d'éviter les conflits qu'il y a eu au niveau du contentieux Matata, où certains gestionnaires se croient ne pas être redevables judiciairement de leur gestion passée. Ceci veut dire que nous allons mettre de côté toutes les immunités et privilèges des juridictions. Donc ce tribunal spécial jugera quiconque commettra les infractions de détournement, les infractions de corruption, de concussion, etc. Enrichissement illicite et bien d'autres. Et vous verrez qu'il n'y aura plus d'anciens premiers ministres qui se diront « je ne suis pas justiciable devant X, Y organe judiciaire ». Il n'y aura plus de magistrats qui vous diront « non, moi, il faut saisir d'abord le Conseil supérieur de la magistrature ». Il n'y aura plus de députés qui se diront « non ». Il n'y aura plus de ministres, il n'y aura plus. Donc il n'y aura plus des privilégiés des juridictions. Et il n'y aura plus de gens qui diront « non, cette infraction est déjà prescrite parce qu'il y a eu écoulement de 5 ans, de 10 ans ». Non. Nous allons faire en sorte que ces infractions soient imprescriptibles. Et pour nous, je pense que ça nous permettra de combattre systématiquement la corruption. Et il n'y aura plus de liberté provisoire. Ça, j'insiste. Parce que liberté provisoire au niveau des infractions de corruption, etc. Pourquoi ? Qu'est-ce que nous observons actuellement ? Lorsque on arrête quelqu'un pour des faits infractionnels et détournements, mais après, vous verrez où on lui accorde une liberté provisoire. Et du coup, ça apparaît maintenant comme un jeu de théâtre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petites fenêtres légales. C'est la loi qui les prévoit. Et qu'est-ce que les juges font ? Qu'est-ce que le magistrat fait ? Il utilise la même, c'est ce qu'on appelle en droit fiscal la fraude ou l'évasion fiscale ou quoi. Donc on cherche à utiliser les mécanismes légaux pour frauder à la loi. Et donc on cherche à utiliser ces dispositions du droit pour pouvoir blanchir et libérer les détourneurs des deniers publics. Il aura détourné 20 millions de dollars, 50 millions, eh bien, on l'arrête pour 2-3 semaines, 1 mois. Après, on les libère. Pendant ce temps, les messieurs, il fait quoi ? Il prend cet argent, il investit ici et puis à l'étranger. Et c'est la République qui perd. Parlons sécurité nationale, crise de l'Est d'abord. Beaucoup disent fin de cette crise dans les mois qui suivent. Vous y mettez un terme ou êtes-vous dans cette
même dynamique de promesse de fin de cette crise dans les meilleurs délais. Excellent. Excellent. Les secteurs prioritaires pour les candidats numéro 2, une fois élu président de la République, sera la sécurité. Je vous ai dit, je serai un président d'ordre, de discipline. Je vais donc privilégier la paix, aussi bien dans la partie du pays que sur l'ensemble du pays. Je mettrai en place une unité spéciale qui aura pour mission de rétablir la paix. D'abord dans la partie Est, ensuite dans d'autres parties en proie à l'insécurité au niveau du pays. Cette unité spéciale sera constituée de nos FARDC. Je crois beaucoup en nos FARDC. Ce sont des vaillants combattants. Nous avons des vaillants généraux, colonels, lieutenants, capitaines, mais qui sont simplement sous-utilisés. Ce que je veux faire, c'est que j'augmenterai le solde de nos militaires qui passera désormais à l'équivalent en francs congolais de 500 $ américains. Donc le moins gradé de l'armée aura désormais 500 $. Mais je ferai passer les effectifs de nos FARDC à 260 000 éléments. Aujourd'hui, nous en sommes à 135 000. Je crois qu'au regard de notre démographie, il faudra augmenter et surtout les défis sécuritaires. Et donc, ce que nous allons faire aussi, c'est que nous lancerons l'opération arrestation de M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Parce que nous estimons en réalité que le plus grand mal sécuritaire du pays devient M. Kagame. Vous savez, j'ai passé toute mon enfance à l'Est, notamment à Kisangani. J'ai vécu l'agression, toutes les agressions rwando-ougandaises. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des membres de famille, j'ai vu comment les Rwandais tuaient les Congolais. Et qu'aujourd'hui, il y a même tout un cimetière, dit cimetière de 6 jours à Kisangani. Parce que simplement, M. Kagame et ses troupes avaient décidé de s'aimer mort et désolation sur les sols congolais. Kagame, moi je les considère désormais comme un système qu'il faut neutraliser. Nous allons procéder par les voies judiciaires. Je poserai la question à messieurs le procureur de la CPI, je posais la question à la CPI, la RDC est signataire du statut de Rome. Pourquoi ne lancez-vous pas un mandat d'arrêt international contre M. Paul Kagame? Parce que vous l'avez fait contre Omar el-Béchir, l'ancien président du Soudan. Si la CPI ne répond pas, je vais retirer la RDC du statut de Rome. Simplement. Parce que j'aurais considéré que c'est une politique de 2 poids, 2 mesures. Et que la CPI a été créée pour servir en fait les Congolais des cobayes. Et ça ne passera plus. Et en ce moment-là, je vais lancer des opérations militaires contre le Rwanda. Les blagues que nous sommes en train d'observer ne vont plus s'observer. Vous savez, nous sommes 100 millions de Congolais, les Rwandais sont simplement 13 millions. Pour votre information, les Rwandais, c'est une superficie de 26 000 km², nous sommes à 2 345 000 km². Le Rwanda, tous les Rwandais, ce n'est même pas la population de Kinshasa. Et donc, nous allons lancer une offensive. Soit ce sera la guerre totale, soit ce sera la paix totale. Et je peux vous rassurer qu'avec nos FARDC, nous allons captiver M. Kagame et nous les jugerons en ce moment-là, ici à Kinshasa. Oscar Mbala. Oui, Constant Moutamba, vous entendez parler, donc l'option diplomatique a montré ses limites. Absolument. Et vous avez opté pour une option donc militaire. Absolument. Et je pense que les discours n'ont pas changé. Lors de vos récentes interventions, vous avez dit que vous devriez annexer les Rwandais comme 27e province. Comme 27e province. Ouais. Et quelle est la recette magique justement pour mettre fin à l'insécurité? Parce qu'en dehors de cette guerre qui sévit dans la partie Est, qui est devenue pratiquement le ventre mou de la République démocratique du Congo en termes d'insécurité, nous avons plus de 100 groupes armés qui sévissent dans la partie Est, où d'ailleurs vous-même vous avez vécu. Vous avez vécu la guerre des 6 jours, n'est-ce pas, où 2 armées étrangères se battent sur les sols congolais. En 2000, oui. Oui, et qu'est-ce que vous allez faire
concrètement pour arrêter ces cycles de violence? Parce qu'à Ituri, ce n'est plus, entre guillemets, le Rwanda, mais c'est l'Ouganda. C'est l'Ouganda, ce sont des groupes armés locaux, c'est nos fils du coin qui sont en train de se battre pour je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que vous allez mettre sur pied comme politique? C'est toujours l'option de la guerre ou bien vous allez privilégier les dialogues intercommunautaires? J'avoue que le dialogue a démontré ses limites. J'avoue aussi que les concertations ont démontré ses limites. J'avoue aussi que la diplomatie a démontré ses limites. Je ferai de la RDC un État respectable. Vous savez, avec une armée forte, il n'y aura pas tous ces petits groupes armés. Nous allons renforcer en capacité logistique nos militaires. Nous allons, comme je vous ai dit, nous allons mettre en place une unité spéciale qui s'occupera uniquement de cette problématique de l'insécurité. Nous allons améliorer les conditions de vie de nos militaires. Et vous verrez que de manière automatique, c'est juste un problème d'ordre. Je vous ai dit que le problème du pays, c'est le désordre. Un président d'ordre qui remet de l'ordre dans les secteurs de la sécurité, et tout reviendra à la normale. Vous parlez de l'Ouganda, ce sont les pays voisins, des pays minuscules qui ne pouvaient pas hausser le ton hier, qui se jouent de nous aujourd'hui. Le Rwanda, c'est pour notre coltan, l'Ouganda, c'est pour de l'or. Et tous, bizarrement, sont aujourd'hui des exportateurs de l'or pour l'un, coltan pour l'autre. C'est inimaginable. Et donc, j'insiste que ce n'est pas à un État étranger de ramener la paix chez nous. Je suis donc contre ceux qui pensent, parce que j'ai suivi certains candidats, qu'il faut une autre force spéciale étrangère. Oh, il faut Artémis bis, il faut... Non, il n'appartient pas à des soldats étrangers de venir mourir pour les Congolais. Jamais une armée étrangère ne viendra défendre l'intégrité territoriale du Congo. Et donc, il faudra que soit on nous tue, nous tous. Des coopérations militaires avec de pays étrangers. La coopération militaire peut exister. Mais c'est au niveau de la coopération, pas pour venir se battre en lieu et place des FARDC. Patrick Mulunda Banza. Monsieur Mutamba, la RDC connaît aussi les problèmes des conflits intercommunautaires. Ce n'est plus à négliger, ça devient de plus en plus récurrent. Une fois élu, quelles seraient les démarches que vous allez mener pour mettre fin évidemment à ces conflits intercommunautaires et à la limite à promouvoir la cohabitation pacifique? Patrick, je mettrai en place un cadre de concertation permanent pour recréer la cohésion entre Congolais. Je pense que nous sommes un pays déjà au départ en 1885 qui s'est créé autour du consensus. Ce n'est pas nous, Congolais, qui avons créé cet État. Ce n'est pas nous. Les Blancs qui ont créé cet État, à notre absence, c'était autour d'une table, autour d'un consensus. Et nous sommes héritiers, en fait, de l'arbre à palabre. Je serai un président qui mettra tous les Congolaises et Congolais ensemble pour gouverner ensemble. Je ne tiendrai pas compte des ethnies. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on me parle de telle ou de telle ethnie. Écoutez, mon père est de Lubao, ma mère est de Mbujimaï, mais moi-même je suis de Kisangani. J'ai prêté serment dans le Congo central comme avocat, mon premier serment, ensuite ici à Kinshasa. Est-ce que vous comprenez cette diversité-là? Donc ça ne me permet pas d'appartenir à une ethnie. Je suis Muluba, je suis Mouswahili, je suis Mukongo, en même temps je suis Mungala. Ça crée déjà la cohésion. Je ne voudrais pas être devant une masse et parler Chiluba ou parler Swahili ou non. Qu'est-ce que vous ferez pour aujourd'hui, j'en viens, face à ce tribalisme et au moment où on recherche la cohésion nationale? Quels seront les principaux actes que vous poserez? Dans mon gouvernement, déjà, même dans mon équipe de campagne, il n'y a personne de mon ethnie. Je ferai en sorte que chacun des ministres qui sera nommé, des mandataires, n'est pas un membre de sa famille ou de son ethnie, juste pour ces raisons-là.
il faudra recruter sur la base de compétences. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver quelqu'un de compétent dans mon ethnie ou dans votre ethnie. Mais cela devra se faire de manière, en tout cas, impartiale. Donc j'imposerai à chaque membre du gouvernement, à chaque responsable du service public, à ne pas nommer un membre de sa famille direct, à ne pas nommer sur des bases fallacieuses les membres de son ethnie. Et j'ai dit que les gouverneurs des provinces devront désormais être issus d'autres provinces. Aucun gouverneur ne devra être originaire de sa province. Ce sera la même chose pour les administrateurs du territoire. Aucun administrateur du territoire ne sera originaire de son territoire. Et si vous êtes élu 6e président de la République, au nom de la continuité de l'État, justement, dans le cadre de la recherche d'une paix durable en interne, mais également de la cohésion nationale, quelle est la politique ou les politiques actuelles que vous aimeriez bien, vous, consolider demain pour la paix et la cohésion nationale? Écoutez, je ne viens pas ici pour faire l'apologie d'un candidat président de la République. Vous ferez de la continuité de l'État. Je suis là pour la rupture. Je suis un candidat de la rupture. On repart à zéro et la République naîtra avec vous, après votre prestation de serment, si vous êtes élu président de la République. Je vous ai parlé du contour de la rupture que je vais apporter. Pour le reste, je vous prie d'inviter mes challengers à parler de leurs actions et de leurs projets. Parlons économie, développement industriel, scientifique et culturel maintenant, 4e thème. Beaucoup parlent de budget, on entend des 15, des 20, des 35, des 50 milliards par an. Je vais vous poser une question plus simple que ça. Le tout minier sera aussi votre modèle économique? Merci. D'abord, très rapidement, Christian, si vous permettez, avant de revenir sur cette question, je veux parler du banditisme urbain, puisque nous sommes dans la sécurité. Le banditisme urbain, vous savez, c'est ça qui cause beaucoup de malheurs, ici à Kinshasa principalement, et dans les grandes villes. Mais pourquoi ces banditismes urbains? C'est parce que simplement, l'État a démissionné de ses responsabilités. L'État n'a pas encouragé la politique de la prise en charge et encadrement des jeunes, dit Kuluna, Maïbobo et bien d'autres. Nous, ce que nous allons faire, nous créerons des centres d'encadrement et de réinsertion professionnelle. Ces centres-là vont résorber tous ces jeunes Kuluna qui se retrouvent Kuluna simplement à cause de la faille de l'État, à cause de la souffrance et de la misère. Nous donnerons la possibilité à ces enfants d'aller à l'école. La place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue, mais il y a un programme mais plutôt à l'école. Le service national à Kanyama-KCC. Évidemment, nous allons... Les jeunes sont réintégrés. Je vais vous parler des Kanyama-KCC lorsque je parlerai de l'agriculture, parce que j'ai un projet ambitieux à ce propos. Évidemment, nous allons réinsérer professionnellement tous ces jeunes Kuluna. Et vous n'en verrez plus un dans la rue. Et nous ferons en sorte que l'État congolais prenne en charge tous ces jeunes-là. Mais puisque, en même temps, dans la politique de l'emploi que nous mettrons en place, nous allons booster les secteurs privés, nous allons mettre en place des mesures fiscales incitatives pour pousser davantage les privés à créer davantage des emplois, puisque nous allons restructurer les entreprises publiques. Parce que je vous informe qu'à ce niveau ici, il y a encore des problèmes où vous ne verrez pas des concours de recrutement au sein de nos entreprises et services publics pour entrer à la CNSS, à la SCTP, à la RVA, à la Régie des eaux SNEL et bien d'autres. Il faut être recommandé par un politicien, il faut être fils d'eux. En fait, les enfants des pauvres passent par devant toutes ces entreprises publiques comme des touristes. Ils ne savent pas comment obtenir de l'emploi. Et vous verrez malheureusement, j'en viens, je suis en train de répondre à votre question, vous verrez une maman qui a passé toute sa vie à vendre de braise et à faire étudier son enfant, qui devient licencié, mais qui ne sait pas comment accéder, ne serait-ce qu'à l'emploi qui est déjà pourvu par l'État. Nous ferons en sorte d'instaurer les concours d'admission au niveau des entreprises publiques et au niveau de l'administration publique en général. Ceci va permettre
de résorber un certain nombre de chômeurs. Parce que l'une des causes du banditisme urbain, c'est aussi le chômage des parents qui n'ont pas d'emploi. Et donc, chaque enfant doit contribuer à sa prise en charge, à la nourriture à la maison. Conséquence, il est obligé de se retrouver bandit urbain. Et donc, voilà des mesures et des batteries, des réformes que nous allons prioritairement apporter pour pouvoir lutter efficacement contre l'insécurité dans les milieux urbains. Parlons économie. On revient sur l'économie. Christian, 80% du budget, c'est les mines. Le Congolais est réduit à la sous-traitance. Très bien. Christian, je ne voudrais pas... N'est pas investisseur, n'a peut-être pas cette Très bien. Coutume. Vous changez tout cela comment? Puisque la force d'un pays, c'est le dynamisme notamment de ces petites et moyennes entreprises. Christian, les plus grands mal de notre économie, c'est qu'elle est totalement extravertie. Et elle est non transformationnelle. Et nos politiques, nos dirigeants se livrent au jeu de l'embellie des chiffres. Tantôt c'est 20 milliards, c'est 100 milliards, c'est ceci, c'est bien beau. Mais est-ce que l'économie de notre pays permet d'améliorer le panier de la ménagère, de ma maman, de ma grand-mère? Non. Donc je vais faire de notre économie une économie transformationnelle. Comment? C'est là la question. Je vais prioritairement dans les secteurs des mines. Je vais interdire. Je vous ai dit, je serai le président d'interdiction. Je vais interdire l'exportation de nos minerais à l'état brut. Savez-vous que dans les téléphones que nous utilisons, nous tous ici, il y a nos minerais dedans. Il y a nos cobaltes, il y a nos coltans, il y a etc. Est-ce que vous le savez? Et donc, nous ferons en sorte que les multinationales viennent fabriquer les téléphones au Congo. Cela donnera de la valeur ajoutée. Les câbles électriques, les batteries, etc. seront désormais fabriqués ici. Et vous verrez, puisque c'est nous qui avons besoin de ça, c'est eux qui ont besoin de notre minerai. Mais ça va coûter quoi qu'elles viennent installer des succursales ici au Congo? Cela donnera de l'emploi, mais en même temps donnera de la valeur ajoutée à notre minerai et va booster sérieusement notre économie. Mais pour les cas des batteries, on y est déjà. J'en viens. Je vais également mettre en place un parquet économique, un parquet minier. Ce parquet minier, Christian, servira à quoi? J'ai fait des études en 2021 où j'ai démontré, en tant que mandataire en mine, que l'État congolais perd chaque année plus de 100 milliards de dollars uniquement dans la fraude minière. Parce que les entreprises publiques minières ici déclarent les faux chiffres de production. Il n'y a aucun contrôle. C'est le système déclaratif. Dites-moi, Christian, quelle est l'entreprise privée qui peut vous déclarer le vrai chiffre sur base de lequel vous allez imposer? Et l'État n'a aucun regard sur ça. Ce parquet minier aura pour mission de veiller sur la production réelle de nos minerais par les entreprises privées. Je vais également restructurer et relancer les entreprises minières congolaises. Vous savez que les entreprises minières congolaises sont en faillite totale. Ce qui fait qu'on produit suffisamment de minerais aujourd'hui dans notre pays, mais on n'en ressent rien dans le panier de la ménagère. Pourquoi? Parce que la Gécamine, la Miba, la Sokimo et bien d'autres n'ont plus d'actifs miniers. On cédé nos actifs miniers à nous, aux entreprises étrangères. Donc quand vous parlez du lithium, quand vous parlez de l'or, l'or c'est Kibali, quand vous parlez du cobalt, etc., en fait c'est des entreprises du cuivre étrangères. Je ferai en sorte que la Miba, la Gécamine, ceux qui reprennent leurs actifs miniers. C'est ça qui va permettre à l'État de contrôler et de créer davantage
les richesses. Puisqu'on parle mine, Patrick Mulunda Banza, Shalom TV, vous représentez le Grand Katanga, je crois que vous avez beaucoup de choses à dire dans ce sujet. Monsieur Moutamba, je voudrais aborder la question d'encadrement de la jeunesse. Évidemment, c'est toujours dans le couloir de l'économie, vous êtes jeune. Je voudrais entendre de vous une politique aussi mûrie sur la promotion de la recherche scientifique qui va évidemment aboutir à l'innovation et à la compétitivité des jeunes entrepreneurs au niveau international. Ok, c'est ce que je vous disais. Qu'il y a ce sérieux problème, par exemple, de sous-traitance aussi parce que nos entreprises minières n'existent plus, pratiquement. Et donc, conséquence, ces entreprises privées qui exploitent nos minerais, qui les exportent à notre détriment. Ce qui fait qu'il n'y a pas de devises. Et ils ne rapatrient même pas conformément au code minier nos devises. Et ce qui fait effectivement que le franc congolais, d'ailleurs, se désapprécie. Il y a dépréciation du franc congolais parce que les devises, en réalité, les devises sont exportées et restent là-bas. Il n'y a aucun contrôle. La Banque centrale se limite parfois à faire des rappels aux entreprises privées minières. Donc, conséquence, les entrepreneurs locaux ont difficile à avoir des petits marchés de sous-traitance au niveau des entreprises minières. Qu'est-ce que font ces entreprises minières? Elles-mêmes créent des sous-traitants et utilisent certains de nos compatriotes congolais. Dans ces conditions, il est difficile de créer les jeunes millionnaires congolais. C'est pourquoi j'ai dit que pour aussi bien promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, d'ailleurs pour lequel je créerai un fonds d'investissement de l'entrepreneuriat des jeunes, un fonds qui sera suffisamment alimenté financièrement, je vais encourager le reboostage de nos entreprises minières. Je vais également faire en sorte que nos entreprises minières soient restructurées. Mais au-delà des entreprises minières restructurées, je pense que si nous arrivons à faire cela, nous allons récupérer un gap minimum, je l'ai dit, de 100 milliards de dollars, minimum. Je dis bien 100 milliards, ce qui peut booster, sans entrer dans des chiffres, notre économie, notre budget à 150 milliards l'an. Cela va également permettre de pouvoir stabiliser notre économie. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais prendre les entreprises publiques congolaises en général. Vous savez que toutes sont en quasi-faillite, sont quasiment en cessation de paiement. C'est l'État qui dompte les déficits de toutes ces entreprises publiques, je vous informe. Parce qu'il n'y a pas eu restructuration de ces entreprises de manière abyssale. Il n'y a jamais eu sérieusement d'audit financier, d'audit technique, d'audit administratif. Et donc, ce que nous ferons, nous allons remettre en selle nos entreprises publiques. Et vous verrez que lorsqu'on paiera désormais la SCTP, les agents de la SCTP, on paiera désormais les agents de la MIBA, de la Sokimo et bien d'autres, cela va se ressentir automatiquement dans le panier de la ménagère. Alors, sur le plan de l'agriculture, il ne nous reste qu'une dizaine de minutes, donc on devra aller très vite. Merci Christian. Je parle vite de l'agriculture, parce que nous sommes dans l'économie. Vous avez tendance à parler trop de minerais. Je vais faire de chaque Congolais un agent agricole. Patrick, combien d'hectares de champs avez-vous déjà cultivés? Il ne faudrait pas enseigner aux Congolaises et Congolais, à nos enfants, que pour pouvoir gagner la vie, il faut être journaliste, il faut être avocat, il faut être politicien. Donc chaque citoyen devra avoir 1 hectare de champ. L'État congolais lui-même sera un principal agent agricole. Je ferai en sorte que, je prendrai l'exemple des Kanyama-Kasese dont a parlé Mme Rachel. Nous allons maintenant faire des grands champs. L'État, à travers un service spécialisé au niveau du ministère de l'Agriculture, aura des hectares et des hectares des champs. Maïs, etc. Et nous allons booster les différentes campagnes agricoles en y injectant 500 millions de dollars. Merci Constant Moutamba. Vous avez dit tantôt que la RDC, c'est plus de 2
345 000 km². C'est un pays aux dimensions continentales. Alors, ma question, parce que vous serez jugé sur base de ce que vous dites ici, parce que vous sollicitez les suffrages dans les voix des électeurs, en termes de prévisions budgétaires aux dimensions de la RDC. Si vous étiez demandé aujourd'hui de proposer un budget, vous en tant que candidat président de la République, la RDC devait fonctionner avec un budget de combien et vous misez sur quoi pour le concrétiser? Merci. Je crois que je l'ai effleuré. Je dis qu'il est possible pour notre pays d'avoir un budget de 150 milliards de dollars. Et je vous ai démontré dans le secteur des mines, je vais démontrer dans d'autres secteurs comment nous allons parvenir à booster cette économie. 150 milliards de dollars américains. Je dis que c'est possible. Je suis un candidat de la rupture. Oui, mais vous, 150 milliards, c'est ce qui est possible, c'est ce qui est du possible. Mais dans votre projet, vous êtes à quelle prévision? Je suis à 150 milliards, je l'ai dit. Je vais rendre public mon projet. Je l'ai déclaré lors de mes différents meetings qu'il est possible. Il suffit de mettre en place une politique efficace dans la collecte des recettes publiques. Il suffit d'assainir la chaîne, j'en viens. Donc un budget réaliste. Réaliste, bien sûr. Est-ce que vous savez qu'il suffit que l'interdiction de l'exportation de nos minerais soit effective pour que les budgets décuplent? Vous n'imaginez pas l'impact d'avoir des fabricants des téléphones ici au Congo sur notre budget. Peut-être vous n'imaginez pas ça. Et donc, il suffit de prendre des mesures appropriées pour pouvoir en arriver là. Je parlais des mines, mais je vais également parler de la fonction publique, où il y a énormément d'argent qui sont volatilisés chez les fictifs. Je vais numériser les effectifs ou les agents de l'administration publique de manière générale. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez remarquer que dans les secteurs de l'éducation, par exemple, il y a beaucoup d'enseignants fictifs. On ne sait pas exactement combien d'enseignants nous avons. Lorsque vous entrez dans ces copés, vous ne savez, c'est un trou où l'État injecte des millions et des millions de dollars. C'est comme ça que tout ministre de l'EPST qui sort de là, c'est un multimillionnaire. Il tire l'argent où? Et donc, ce que nous ferons, nous allons lancer des audits au niveau des banques privées, parce qu'à travers la bancarisation, il y a beaucoup d'argent qui sont résorbés ou captés par les fonctionnaires fictifs. Nous allons élaguer tous les fictifs, identifier les vrais fonctionnaires de l'État, agents au niveau de l'éducation, de la santé, infrastructure, sécurité, partout, pour pouvoir récupérer ces gaps et l'investir dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures. Il ne reste que très peu de temps, le temps notamment pour vous de pouvoir chuter. Je vais être obligé de vous interrompre. Je n'ai pas parlé de l'éducation, je n'ai pas parlé de la santé. Sujets. Il nous reste deux sujets, l'éducation on y arrivera, mais c'est pour ça que dans vos exposés, on vous demande souvent d'être court. Diplomatie et rayonnement international, personne ne semble entendre le cri de douleur de notre pays. La RDC n'est plus l'ombre d'elle-même. Sous Constant Moutamba, comment cela va changer? Promotion de la femme, de la jeunesse, notion du genre, on en a parlé. Femme peut-elle être et comment? Égale de l'homme, jeunesse et emploi, personnes vivant avec handicap. Je voudrais très rapidement, peut-être juste après la question de Rachel Kitsita, que l'on parle de cela et que vous chutez avec la question, la réponse à la question, pourquoi, en 30 secondes, pourquoi vous pensez qu'il est judicieux de voter pour le candidat numéro 2, Maître Constant Moutamba. Rachel Kitsita. Justement, puisqu'on avait effleuré la question de la recherche scientifique et vous avez cité la question du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, etc. Ma question allait porter sur l'éducation. Quel est votre regard sur le système éducatif congolais au niveau universitaire et au niveau secondaire? Aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'enseignement. Si vous êtes élu 6e président de la République, comment comptez-vous relever le niveau du système éducatif congolais? Madame, je remettrai en selle la fonction enseignante. Il est anormal qu'un enseignant touche 100 000 francs congolais face à un député national qui touche 21 000 $. Je vais casser ces écarts. Je ferai plutôt que l'enseignant touche mieux qu'un député national. Alors, ce qui fait que je vais standardiser.
l'enseignant le plus bas de l'échelle touchera $500, l'équivalent en francs congolais. Je vais également réduire les distances entre l'enseignant et les services de paye. Parce que pour votre information, à l'intérieur du pays, un enseignant, pour toucher les 200 000 francs congolais, les 300 000, les 100 000, il doit parcourir 200 km. Il doit parcourir 150 km. Et pendant ce temps, il arrête d'enseigner. Ce qui fait qu'un élève sur 10 qui termine son premier cycle sait lire et écrire aujourd'hui. 2 élèves sur 10 qui terminent leurs humanités, diplôme d'État, savent lire et écrire. 3 étudiants sur 10 congolais qui terminent leur licence savent lire et écrire. Il faut dompter ces déficits en remettant en selle la fonction enseignante. Un professeur d'université, un grand chercheur comme celui-là, il ne faudrait pas qu'il touche moins qu'un député provincial, un député national, etc. Donc nous allons revoir à la hausse les conditions de prise en charge des enseignants. Nous allons également lancer l'opération « Zéro école sans banc ». Et nous ne permettrons plus, nous allons interdire à tout opérateur privé de créer des écoles sans infrastructure viable. Et donc ceci va permettre en même temps de réformer totalement notre programme d'enseignement. Il est anormal qu'aujourd'hui, nous ne puissions pas enseigner le lingala, par exemple à Bukavu. Nous ne puissions pas enseigner les Swahili ici à Kinshasa. Mais que l'on nous parle de l'histoire de l'Europe, de la Révolution française, qu'on nous parle jusqu'à aujourd'hui de la Première Guerre mondiale. Mais parlez-nous plutôt de 1960, parlez-nous plutôt de nos héros, parlez-nous de notre géographie. Aujourd'hui, un élève sur 10 ou un citoyen sur 10, c'est la géographie de la RDC, c'est le nombre des provinces qu'il y a, etc. Il y a ce déficit qui fera en sorte que nous puissions le dompter. Nous allons numériser les effectifs. Et je prends rapidement, si vous permettez, le plan sanitaire. Je vais chuter par là. La santé, Christian, la santé. Je mettrai en place le système de santé intégré qui permettra la prise en charge gratuite de plus de 100 millions de Congolais. C'est un système différent des systèmes de mutuelles de santé, etc. Nous allons créer en même temps des pharmacies gratuites, publiques, au niveau de chaque territoire. Nous avons malheureusement 90 minutes promouvoir l'industrie pharmaceutique 90 minutes. Je n'ai pas parlé des infrastructures. En termes d'égalité, il y a 153 000 km en termes d'égalité à réhabiliter parce qu'on ne peut pas développer un État sans infrastructure. On ne peut pas parler de l'économie sans infrastructure. Maître Constant Boutamba, pour ne pas qu'on interrompe cette émission sans qu'elle se soit terminée, juste chuter, personne ne semble plus entendre le cri. Diplomatie, je vous laisse 15 secondes, vous faites quoi? Vous savez, les plus importants, Christian, pour notre diplomatie, c'est d'être efficace, respectable et respectueuse. Je ferai de notre diplomatie une diplomatie de respectabilité bilatérale et multilatérale. Il ne nous reste que très peu de temps. Tous les autres sujets... Je vous informe qu'à ce sujet, je vais promouvoir... Pourquoi est-ce que le 20 décembre, l'auditeur qui se rend aux urnes doit voter pour vous et pas pour les autres? Sur le plan de la diplomatie, j'en finis. Pourquoi doit-il voter? Vous savez... Cette émission risque d'être coupée sans que vous ayez terminé votre propos. Pourquoi voter pour vous? Je pensais avoir plus de temps, mais je vous en prie. Je suis candidat président de la République parce que j'estime être porteur du combat d'une génération. C'est la génération qui a étudié dans des conditions difficiles, la génération qui a étudié sans bourse d'études, c'est la génération qui continue de croupir dans le chômage les plus indescriptibles possibles. Je suis un candidat président de la République parce que le peuple congolais veut du renouveau politique, veut changer de paradigme, veut essayer, tenter avec autre chose. Je me propose donc comme ce candidat qui proposera autre chose aux Congolais, la rupture. Je suis donc ce candidat qui va gouverner sur la base de 3 mots, l'égalité, la justice et la liberté. Je ferai en sorte que tous les Congolais désormais soient égaux, que ce soit devant la loi, que ce soit devant les services publics, que ce soit égaux devant la justice. Merci beaucoup, Maître Constant Boutamba. Merci à Rachel Kitsita d'Actu 30. Merci à
Patrick Mounounda Banza de Shalom Télévision. Merci à Oscar Mbal Kaïj de la RTNC d'avoir été avec nous. Ici se termine ce débat avec Maître Constant Moutamba, candidat numéro 2 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. À très bientôt pour un prochain candidat. Bonne journée, bonne soirée. Merci de votre attention.